Nous avons le plaisir d'accueillir pour cette troisième table ronde trois personnes. Donc Anaïs Funosa, qui est présidente de Bakebidea, Tchetch, qui est artisan de la paix, et Jean-René Tchegaray, qui est artisan de la paix, mais qui est surtout maire de Bayonne et président de l'agglomération Pays Basque. Ils sont tous trois parties prenantes de la délégation du Pays Basque qui rencontre le ministère de la Justice, et ils vont nous présenter un premier bilan de l'année écoulée et les perspectives. Je vais donner la parole à Anaïs Funosa pour commencer. Berriz egunon denei, nire itzaldia frantsesez egingo dut, hiruan artean elgar ulertu dezagun eta barkamenak. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que je pense que c'est quand même l'attente de beaucoup de personnes aujourd'hui ici. Pardon. Alors voilà, merci. Je reprends. Donc, je pense qu'il est important quand même qu'on reprenne la séquence. Quand je parle de la séquence, c'est la séquence dont tout le monde parle depuis hier, et c'est celle qui démarre depuis Ayete. 2011, 17 octobre 2011, déclaration internationale d'Ayete, une feuille de route qui ouvre la porte à une nouvelle méthode et qui, pour le Pays Basque, mais surtout pour le Pays Basque Nord, a été réellement le déclencheur, et je dirais même la feuille ou la déclaration qui a nourri tout ce qu'on a fait ces dernières années. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne serait pas à parler d'un espace de dialogue avec l'État français ou le ministère de la Justice si Ayete n'avait pas eu lieu. Et réellement, pour en tout cas le Pays Basque Nord, ça a été quelque chose de fort qui a complètement renversé les logiques, qui a inscrit un territoire dans le processus de paix, qui a fait surgir une nouvelle culture politique, je pense qu'on peut le dire, où société civile, élus et dirigeants politiques, on travaille main dans la main, où on construit ce processus de paix-là, et qui nous a amenés à construire une feuille de route qui nous semble encore aujourd'hui, et qui est encore aujourd'hui la feuille de route qu'on met en place petit à petit mais par l'activation de la société civile et avec les élus de ce territoire. Je parle de la déclaration de Bayot qui marque réellement une feuille de route sur l'ensemble des conséquences du conflit et bien au-delà. Et si on prenait le temps, et un jour on prendra le temps de faire le bilan de cette feuille de route, eh je crois qu'on est quand même pas mal dans l'avancement de beaucoup de choses. Et d'ailleurs, on a acté le désarmement l'année dernière. Donc je voulais quand même rappeler ça, parce que je pense que sans ça, on ne serait pas aujourd'hui ici. Et sans tout ça et sans cette feuille de route-là, la délégation du Pays Basque qui aujourd'hui discute au ministère de la Justice ne serait pas, moi je dirais, dans ce rapport de force, puisque on est arrivé là-bas avec un consensus, avec un soutien politique, un soutien social, et au moins nous on sait où on va. Et pour nous, les choses sont claires. Il faut trouver une issue globale à la question des prisonniers. Il faut trouver une issue globale à la question du processus de paix. Donc maintenant, je vais quand même rentrer sur comment on a créé cet espace-là. Donc, 8 avril 2017, désarmement civil de l'ETA à Bayonne, avec la participation de centaines d'artisans de la paix, élus, non élus, militants, syndicalistes, vraiment de tout. On construit ce processus de désarmement, on le fait et on prend un engagement fort qui est de dire que le désarmement n'est pas la paix, et que maintenant, il faut que nous, société civile, dans notre plus grande transversalité,
on prenne sur nous ce qu'une négociation normale aurait dû faire, à savoir trouver une issue aux conséquences du conflit. Donc on s'engage, ce 8 avril-là, on s'engage. On s'engage pour l'ensemble des victimes, on s'engage pour tous les prisonniers et on s'engage pour tous les exilés et on décide de ne pas laisser retomber le soufflet et de continuer à agir, puisque le ressenti, en tout cas ici au Pays Basque Nord, est qu'au-delà d'avoir fait ce désarmement, on a réussi à faire un mouvement à un État qui, pendant des décennies, s'est aligné à son homologue espagnol. Et donc, c'est là qu'on décide d'aller construire ce processus de paix, qu'on nous dit si bien Harold. Mais c'est vrai que quand je l'écoutais, je me disais que, bon, au niveau de la méthode, on n'est quand même pas trop loin de ce qui peut se faire en termes de discussion. Donc une fois que ce désarmement a lieu, on a un changement de gouvernement et là, comme à notre habitude ici au Pays Basque Nord et en concertation avec la majorité ou la totalité des composantes qui œuvront pour le processus de paix, on décide de porter la voix du Pays Basque à Paris, on décide de porter l'exigence de ce territoire à Paris et on décide d'aller taper au ministère de la Justice, puisqu'il était évident que, bien évidemment, si la question des victimes doit être travaillée, c'est une question complexe et vraiment quelque chose qu'il va falloir qu'on fasse au Pays Basque. C'est une évidence pour nous, pour favoriser, y compris ce volet-là, d'amener Paris ou la France à être un acteur dans ce processus de paix-là, et au lendemain de ce désarmement, lui dire maintenant ce que ce territoire attend de vous, c'est que vous rentriez et ce qui aurait dû être fait bien avant soit fait, et que la question des prisonniers basques soit mis réellement sur les rails d'une solution globale. Donc on va être reçus au ministère. La délégation sera composée à l'image de l'esprit du Pays Basque Nord, à savoir des personnes issues de la société civile, élues, et parce que depuis nous avons une communauté d'agglomération Pays Basque, Jean-René Tchegaray, le président de l'agglomération Pays Basque, qui est membre de cette délégation. Et l'objectif de cette première rencontre, ça va être de poser l'état des lieux à ce ministère-là et de lui dire voilà tout ce qui a été fait, voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous serons toujours, et voilà ce qu'on vous demande. Et ce qu'on vous demande, c'est que maintenant, rapidement, les mesures d'exception qu'on mette fin, excusez-moi, à l'application des mesures d'exception aux prisonniers basques comme premier pas et comme pas facilitant la construction de la paix. Donc, un premier échange, une première prise de contact qui a amené à ce qu'on ait une réelle première réunion le 19 octobre. Et on peut dire qu'à partir du 19 octobre, l'espace de travail se met en place entre le ministère et la délégation du Pays Basque. Il faut savoir que dès le premier moment, en plus de porter l'histoire de notre territoire, du chemin qu'on a fait, on a aussi porté les inquiétudes que nous avons tous du temps qui passe, de la responsabilité qu'on a toutes et tous pour que les choses avancent, la responsabilité face aux générations futures, et que nous ne resterions pas les bras croisés, puisque c'est parce qu'ici on a su provoquer les choses et on a su construire des majorités et des mobilisations fortes que les choses ont pu avancer. Et dès le premier moment, le ministère est au courant que le Pays Basque tapera à la porte de Paris le 9 décembre. Je tenais à le dire parce que pour la délégation, ça a été un élément important. Le travail qui a été fait ici, localement, de mobiliser
c'est plus de 1010 élus autour de la délibération de l'agglomération, c'est dizaines et dizaines, voire centaines de militants au Pays Basque Nord et Sud qui ont organisé des réunions publiques pour faire comprendre les enjeux, pour faire entendre que c'est important pour tout le monde que Paris bouge. Et au-delà du Pays Basque, pour nous, c'est quelque chose de fondamental et nous ne concevons pas la suite sans ce travail-là à l'extérieur du ministère. Donc à partir du 19 octobre, l'espace de travail se met en place et c'est vrai qu'il a fallu construire d'abord la confiance. Il a fallu d'abord qu'on s'écoute et qu'on se comprenne et la délégation, elle a dû aussi aller entendre les premiers concernés, puisque, et je répète, comme Harold l'a bien expliqué, c'est fondamental. Fondamental que les prisonniers et les premiers concernés comprennent le sens de la démarche de la délégation, mais que nous aussi, on soit conscients de ce que cela veut dire et de quelles sont leurs attentes et comment on doit construire avec eux ce processus-là. Donc, la délégation a eu plusieurs rencontres avec les représentants du collectif à la prison de Réau. Et c'est, mais bon, vous en parlerez aussi, mais ça a été des échanges importants pour la délégation pour prendre la mesure de ce qu'il y avait à gérer, de comment gérer, et aussi important pour nous, puisque on a aidé aussi à faire comprendre au ministère les enjeux autour de ces mesures d'exception. Le chemin n'a pas à débuter. Moi, je crois qu'il est important de le dire. Le chemin commence. C'est vraiment une démarche inédite. Jamais dans l'histoire du conflit du Pays Basque, un tel espace de dialogue a été ouvert et dans tous les sens du terme. Moi, je pense en plus que cet espace de dialogue-là, il amène aussi une autre façon de concevoir un espace de discussion pluriel, puisque là, on est vraiment tout un territoire qui, face à ce ministère, porte une question moi, je dirais, d'une majorité très, très importante, d'une part, et deux, un espace assumé. Et jusque-là aussi, jamais. Jamais on avait eu un espace assumé publiquement par la ministre elle-même et expliqué aussi via la presse aux journalistes. Donc à partir du 19 octobre, je reprends, on construit la confiance. Donc nous, en discutant avec les représentants du collectif, et le ministère lui-même va faire un travail pour que cet espace de travail puisse démarrer et puisse aller de l'avant et toujours en construction. Donc c'est comme ça que le ministère de la Justice recevra les associations de victimes à Paris et les homologues et ses homologues espagnols pour faire cet exercice pédagogique. Et c'est vrai qu'on a eu ce travail-là à faire, un travail pédagogique à faire. Où en est-on aujourd'hui ? Aujourd'hui, le mouvement a débuté. Vous l'avez vu. Alors, c'est vrai que nous n'avons fait aucun commentaire à ce jour. Pourquoi ? Parce que, d'une part, nous avons considéré qu'il était fondamental de penser et construire cet espace de discussion avec la même rigueur que les artisans de la paix avaient construit le processus de désarmement. Et qu'il y avait un réel risque à tout partager publiquement, à tout moment, à commenter le moindre événement, parce que ça crée des mauvaises interprétations, que ce soit dans l'espace de discussion ou ailleurs, et aussi parce que c'est d'hommes et de femmes qu'on parle, qui vivent ça à la première personne, qui ont donné à la délégation du Pays Basque de mener à bien ces discussions-là, et au nom de ces discussions-là, acceptent d'avancer avec les éléments qui sont. Et c'est vrai qu'il faut saluer comment les prisonniers répondent à tout cela. Mais quand même, il est important pour nous de faire un bilan d'étape, puisque c'est quand même la réussite de toutes et de tous. Et qu'on n'aurait pas été
on ne se serait pas lancé, moi je dirais tous, après Ayété, on n'en serait pas là, et c'est avant tout une victoire de ce territoire-là que cet espace de dialogue se soit ouvert. Donc, les mesures d'exception qu'on a mis sur la table, donc je vais rentrer, le statut DPS, les rapprochements, les libertés conditionnelles et la question des prisonniers malades. C'était pour nous, et Chantiana l'a bien expliqué, je ne rentrerai pas sur les enjeux, mais pour nous, important qu'on arrive à débloquer ces 4 questions-là et qu'on travaille sur ces 4 questions-là, et c'est sur ces 4 questions-là qu'on discute aujourd'hui. Où en est-on aujourd'hui? On a des avancées visibles sur, d'une part, les statuts DPS. Quand on commence les discussions avec le ministère, nous étions à 36 statuts DPS. Nous sommes aujourd'hui à 27 statuts... non, pardon. Non, excusez-moi. Non, 25. 25 statuts DPS. Donc, 9 suppressions de statuts DPS. Au niveau des rapprochements, aujourd'hui, la délégation acte que 9 rapprochements ont eu lieu. 9 rapprochements au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan et de Lannemezan, puisque c'est sur ces centres que nous avons discuté. Donc les 2 prisons les plus proches du Pays Basque, ou au moins qui sont dans les conditions de recevoir les prisonniers basques. On est en attente de plus de rapprochements dans les jours à venir. Et comme je vous le disais, notre objectif, c'est de porter cette question-là au-delà de tout ça, d'arriver à trouver une solution à l'ensemble des mesures d'exception. Mais au-delà de ça, ce qui est en jeu, et nous en tout cas, c'est avec ça qu'on va, c'est une solution plus globale à la situation des prisonniers basques. Donc je conclurai parce que je pense que ce qui est important, c'est quand même l'échange après le public. La situation est débloquée. Quand on décide de faire la manifestation à Paris, c'est pour débloquer les choses. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, on a réussi à débloquer. La France a franchi un pas. Le ministère de la Justice est en charge, avec la délégation du Pays Basque, de faire avancer le dossier des prisonniers. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose d'important à souligner, bien que, évidemment, les choses ne vont jamais assez vite, et encore plus sur ces questions-là, et encore plus quand on a encore des accidents de voiture, et encore plus quand on a des prisonniers qui meurent en prison, mais on a quand même, tous ensemble, réussi à débloquer la situation. Notre engagement, il est ferme, on continuera pareil, mais plus que jamais, et je crois que c'est ce qu'on a réussi aussi à montrer ici au Pays Basque Nord, c'est parce qu'on est unis, les soutiens sont transversaux et qu'on affirme ce soutien, ce processus de paix par des mobilisations, par des actes politiques forts, qu'on fera avancer les choses. Et plus que jamais, et en tout cas la délégation elle le souhaite, il faut qu'on continue à travailler dans ce schéma-là. Je vous remercie. Jean-René Etchegaray, à vous la parole, je vous en prie. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas reprendre ce que vient de dire Anaïs, qui l'a dit excellemment, et bien évidemment, je souscris à la totalité de son propos. Alors, sans vouloir donc, justement répéter les choses, dire peut-être le rôle de chacun. Parce que moi, je m'exprime ici comme élu. Comme président de la communauté Pays Basque, et aussi maire de Bayonne, impliqué dans ce processus de paix depuis Ayété, octobre 2011. On a conscience, les uns et les autres, que la paix se construit, qu'il faut être humble dans cette approche. Ne jamais avoir le sentiment qu'on a tout compris
Ne jamais avoir le sentiment que tout a été déjà dit, alors même que il faut écouter, beaucoup écouter. Mais agir aussi. Agir. Car le temps passe. Nous sommes quelques élus à avoir participé à cette rencontre d'Ayété, avoir eu des espoirs considérables à la sortie du palais d'Ayété, au moment où, sous la direction ou la présidence de Kofi Annan, on a lu cette déclaration sur 5 points. Et avec le recul, il y a un an et demi, parce qu'il s'est passé quelque chose, effectivement, et des choses depuis Louchot, mais jusqu'à Louchot, on était en panne. Le processus de paix était en panne. Au point que, d'ailleurs, on faisait tous le constat que les États qui ne voulaient pas intégrer le processus de paix, par ce silence, par cette inertie, empêchaient à nos yeux ce processus de se poursuivre. Je dis bien se poursuivre parce que dans les heures qui ont suivi la déclaration d'Ayété, le point 1 de la déclaration d'Ayété était satisfait, à savoir la déclaration de cesser le feu définitif de l'ETA. Certains avaient des doutes sur la crédibilité de cette déclaration. Mais les années se sont succédées qui nous ont permis de vérifier que cette déclaration était réelle et qu'elle était sincère. Et pourtant, rien ne bougeait, ni du côté de l'État français, ni du côté de l'État espagnol. Alors, sans doute, certains d'entre vous étiez ici même à un forum organisé aussi par Baké Bidéa, où, à la place que j'occupe, j'indiquais qu'il faudrait au moins que l'État français montre qu'il est souverain. Parce qu'on avait à regretter que l'État français soit finalement sur la ligne de Madrid, que Paris ne décidait de faire que dès l'instant où Madrid l'avait autorisé. Les choses ont évolué. Les choses ont évolué parce que il y a eu Louchot, alors certes, et rendre grâce ici d'ailleurs aux artisans de la paix, parce que les véritables artisans de la paix, ce sont ceux qui, au risque de leur liberté, ont fait ce qu'ils ont fait et qu'il fallait faire. Parce que la société civile, devant l'inertie des États, il n'y avait pas d'autre solution que d'espérer que la société civile intervienne. Et c'est vrai que Louchot a ouvert des perspectives. C'est vrai qu'à ce moment-là, je pense que l'État français, et je ne veux parler que de l'État français, bien évidemment, aucune immixtion possible de ma part sur la souveraineté espagnole, mais que l'État français a changé quelque peu de position. Plus que de peu, du reste. Puisque le 8 avril à Bayonne n'aurait pas été possible si un gouvernement, le gouvernement de l'époque, n'avait pas prêté la main à ce désarmement. Il faut rendre hommage à ceux qui, dans les responsabilités qui étaient les leurs, je pense au Premier ministre Cazeneuve, je pense aussi à tous ceux qui l'entouraient, au préfet de l'époque, Morvan. Enfin, tout ça, l'histoire l'écrira. Mais si aujourd'hui il faut comprendre un peu ce qui nous arrive, il faut quand même aussi dire que ce désarmement a été rendu possible par une compréhension de l'État français. L'État français qui était dans une
position, et je ne dirais pas posture, parce que c'est péjoratif, une position qui était de dire nous ne souscrirons qu'à un scénario qui sera conforme à l'état de droit. Ce qui s'est passé le 8 avril est un scénario conforme à l'état de droit. Car aussi bien des documents ont été remis dans les conditions que vous savez, dans cet hôtel de ville de Bayonne que j'ai ouvert pour la circonstance, et pour donner, j'y reviendrai ensuite, la caution institutionnelle au-delà même de celle du maire de Bayonne, aussi de la communauté Pays Basque, qui du reste m'avait mandaté à l'unanimité pour effectuer cette démarche. Pas le travail d'un homme seul, c'est le travail de tout un territoire. C'est pas neutre. Car je disais que les choses avaient évolué, elles ont aussi évolué dans la même temporalité au Pays Basque, puisque nous avons créé, vous le savez, au 1er janvier 2017, une communauté, et que nous avons depuis lors une véritable lisibilité, je dirais même une respectabilité, qui explique que lorsqu'on demande un rendez-vous au ministère, on l'obtient. Et lorsqu'on demande un rendez-vous au Premier ministre, alors même qu'il se déplace à Pau, on l'obtient. Alors, oui, les choses ont évolué. Lorsque ce nouveau gouvernement s'est mis en place, nous avons bien évidemment tout de suite manifesté l'impatience, la même que celle qui était la nôtre lorsqu'on s'adressait au précédent gouvernement. Et certains se souviennent que lorsqu'on a été reçu au ministère de la Justice pour faire avancer le dossier, et en particulier le dossier des prisonniers, eh bien, nous, c'est le sujet de cette table ronde, je ne l'oublie pas, bien sûr, lorsque on s'est déplacé, Anaïs s'en souviendra, mais Vincent Bru de la même manière, puisqu'il était de la délégation, Michel Berroco-Irigoyen également, Monsieur Toubiana aussi, les cartons n'étaient pas encore vidés. Le ministre s'était à peine installé, ou plutôt la ministre, qui d'ailleurs remplaçait, dans les circonstances que vous savez, François Bayrou, qui n'avait pas pu rester à cette fonction plus que quelques jours. Nous avons assisté à cette réalité de ce qu'est un pouvoir qui s'installe. Je pense que c'était bien qu'on soit là à ce moment-là, quand les esprits sont encore frais, quand le pouvoir s'installe, que de montrer l'unité du Pays Basque sur ce dossier, la grande unité du Pays Basque, au-delà même de toutes les formations politiques. Car dans cette démarche-là, je rappelle que tous les députés et les sénateurs du Pays Basque étaient avec nous. L'âme Espagnac vient de partir, Vincent Bru est encore là, Max Brisson était là avec nous tout à l'heure. Tous étaient auprès de nous. Et donc, je veux dire que dans la démarche qui était la nôtre, on n'avait pas du tout le sentiment de faire cavalier seul. C'était important parce qu'on allait ouvrir ainsi, avec ce ministère qui s'est installé, ce dossier difficile concernant les prisonniers. Monsieur le pasteur, vous avez tout à l'heure dit des choses capitales, mais vous l'avez dit avec votre expérience. Vous avez dit les prisonniers, c'est la clé pour la paix. Ce sont vos mots. Vous avez dit sans l'engagement et l'inclusion des prisonniers dans la paix, il n'y a pas d'accord possible. Votre expérience en Irlande et ailleurs vous permettent de dire cela. Moi, j'ai été convaincu, mais assez récemment, bien évidemment, de ce que vous avez indiqué tout à l'heure. Il était indispensable que ce collectif des prisonniers qui s'était constitué avec de personnalités, d'importantes personnalités, que ce collectif se rencontrait. C'est ce que nous avons fait. Quand je dis nous, c'est les parlementaires que j'ai cités tout à l'heure. Vincent Bru est encore ici.
Max Brisson, moi-même, nous sommes allés rencontrer les prisonniers. Parce qu'il le fallait. Et il le fallait pour les raisons que vous venez de dire. On ne construit pas la paix sans connaître tous les récits. Et le récit des prisonniers est important. Ce travail de mémoire, ça a été le sujet hier soir à la Chambre de commerce et d'industrie. Ce travail de mémoire est indispensable. Il faut parler avec ceux et celles qui sont les acteurs de ce conflit. Pas tant pour refaire le procès. Et je veux le dire ici, à aucun moment, des élus, et c'est mon cas en particulier, ne sont venus dire à ces prisonniers qu'on allait les libérer. Nous n'avons jamais parlé d'amnistie. Nous avons parlé de la maladie de certains d'entre eux. Nous avons parlé de la manière dont les demandes de rapprochement ont été traitées et maltraitées. Nous avons parlé des rejets de demandes de libération conditionnelle qui sont traitées dans des conditions qui ne sont pas conformes à un état de droit. Il faudrait qu'on applique l'état de droit dans certains cas, et il y a des cas où l'état de droit n'est pas respecté dans ce beau pays qu'est la France, et où les droits de l'homme, et en particulier des prisonniers, ne sont pas respectés, et où on considère que parce qu'un prisonnier est un prisonnier politique, eh bien, il ne peut pas être libéré alors même qu'il remplit toutes les conditions légales, de la même manière que le seraient des prisonniers de droit commun. Alors toutes ces questions, elles sont au cœur même de nos rencontres qui ont été initiées et dont parlait Anaïs Funosa tout à l'heure. Et c'est bien sur ces sujets-là qu'il faut que nous avancions. Et nous avançons. Elle a donné des chiffres, à savoir pour les DPS. Elle a donné des chiffres sur le rapprochement des prisonniers. Nous ne sommes pas encore dans le compte. Nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous avons obtenu à ce jour. Et nous savons le dire chaque fois que nous nous rendons là-bas. Ça permet de comprendre d'ailleurs ce qu'est l'administration pénitentiaire. Ça nous permet de comprendre comment fonctionnent nos prisons. Ça nous permet de comprendre que le pouvoir n'est pas forcément là où on pense. Et les contraintes administratives sont quelquefois aussi difficiles à surmonter que les contraintes politiques. Ça rend modeste. Mais ça inquiète aussi. Car si, aujourd'hui, le ministère n'a pas réussi à tenir, on va dire, des engagements qui nous ont été donnés au cabinet de la ministre, c'est que souvent, je dis bien souvent, ces contraintes administratives n'ont pas pu être levées. Alors, ça ne nous rend pas pessimistes pour autant, mais ça montre l'importance qu'il y a dans ce dossier à être mobilisé. Et moi, j'ai l'appel à la mobilisation encore. Je tente de le faire comme je peux dans mon conseil municipal, mais je ne plaide pas toujours très bien. Alors, moi, je crois qu'il faut continuer cette mobilisation. Ne baissons pas les bras. Nous sommes aujourd'hui à constater que nous avons gagné la crédibilité de l'État, mais de l'État du gouvernement précédent, auquel je rends hommage, je l'ai fait tout à l'heure, et du gouvernement d'aujourd'hui. Je crois que nous sommes sur la bonne voie. Évidemment, on a tous compris, et je vais terminer là-dessus, que la question des prisonniers était intimement liée à la question des victimes. Il ne faudrait pas que, parce qu'on se féliciterait des pas qui ont été franchis, notamment du 8 avril dernier, avec le désarmement, par cet acte majeur qui s'est déroulé à Bayonne,
C'est pas parce que Bayonne va procéder à l'érection d'une statue pour dire que cet acte était un acte nécessaire, tout en expliquant bien évidemment le sens de cette démarche. C'est pas parce qu'on fait cela qu'on oublie les victimes. Toutes les victimes d'ailleurs. Et c'est là que l'ambiguïté arrive et qu'il nous faut faire part d'humilité aussi et de savoir que peut-être qu'on ne sait pas bien expliquer les choses et que peut-être qu'on ne prend pas les choses dans le bon ordre quelquefois, mais que l'on soit bien clair. Quand vous parlez de réconciliation, c'est de cela que vous voulez parler. Nous sommes allés voir donc les prisonniers. Et moi, je sens bien les prisonniers que j'ai rencontrés dans une démarche de réconciliation. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est pour ça qu'il fallait les voir. Mais ce qui était important aussi, c'est que dans ce collectif, ils partagent le même point de vue. Ce qui est le cas aujourd'hui. Nous avons fait des pas considérables. Enfin, ils ont fait des pas considérables. Et on s'arrêterait là. Sous prétexte que nous sommes dans un état de droit qui est beaucoup plus un état de droit administratif qu'un état de droit politique. Et moi, j'ai été très sensible aux interventions de Chantiana, parce que c'est une consoeur déjà, et que j'ai compris, bien sûr, les difficultés qui sont les siennes. Et je terminerai là-dessus. Je crains que dans ce pays que j'aime et que je défends, on ne soit pas sorti de la justice politique. Le rapport entre la justice et la politique n'est pas satisfaisant. On a supprimé la Cour de sûreté de l'État, n'est-ce pas Vincent? Il y a déjà plus de 30 ans. Une des premières mesures, d'ailleurs, de François Mitterrand, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, en supprimant aussi la peine de mort. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas avancé depuis lors. Parce que comment interpréter ces dispositions qui font que votre travail, maître, soit plus difficile que ne l'est le travail de vos confrères ou consoeurs qui défendent des demandes de libération conditionnelle pour des prisonniers de droit commun? Comment l'expliquer? Comment des magistrats peuvent-ils encore aujourd'hui fermer les yeux sur ce qui se passe au Pays Basque? Ne pas prendre acte de ce qui s'est passé le 8 avril. L'ouverture du processus d'Ayété, en amont de cela. Et puis aussi voir comment un certain nombre de prisonniers se sont exprimés. Et moi, j'ai entendu des pardons. Oui, j'ai entendu des pardons. Il y a une réconciliation qui est ouverte. Alors, moi je dis, ce dossier des prisonniers, puisqu'il s'agit du sujet de cette table ronde, il faut l'avancer. J'ai encore bon espoir que les choses puissent se faire. Maintenant, il faut rester unis. Cette union sacrée, il faut qu'elle se maintienne parce qu'elle a cette force d'une union qui traverse toutes les forces politiques. Ici. C'est vrai que les choses sont bien difficiles ailleurs. Mais ce n'est pas parce qu'elles seraient plus difficiles ailleurs qu'on n'aurait pas les avancer ici. Et ce qu'on fait ici servira également ailleurs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Maintenant, je donne la parole à Tchetch au sujet des perspectives. Bon, d'abord, je voudrais commencer en soulignant, moi en tout cas, que j'ai vécu un moment très fort hier soir. Hier soir, dans cette soirée qui était
consacré justement à la réflexion sur le travail qui pouvait être mené ici par rapport aux victimes. Et j'ai entendu des choses vraiment très fortes qui m'ont donné à réfléchir, qui m'ont fait cogiter cette nuit. Notamment aussi ce que nous expliquait Serge Portelli de la complexité et de la difficulté de ce travail, et également du fait que on ne pouvait pas séparer les différents aspects et questions d'un processus de paix, que chacune avait un lien avec les autres, et qu'évidemment, en traitant la question des victimes, on traitait la question des prisonniers, en traitant la question des prisonniers, on traitait la question des victimes, et il a expliqué ça magistralement. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on parle des prisonniers, et ça ne veut pas dire, quand on parle des prisonniers, qu'on oublie la question des victimes de toutes les victimes, hein, dans tous les camps et de toutes les victimes. Et je pense qu'on traite ces choses-là dans le même temps, dans le même processus, et qu'on va continuer à le faire. Parce que, en fait, ce qu'on est en train d'essayer de faire aujourd'hui, les artisans de la paix, c'est construire la paix et c'est essayer de la construire de manière la plus complète possible, avec toutes ses composantes, les conséquences du conflit de toutes sortes, essayer de mettre en place les conditions d'une réconciliation, d'un nouveau vivre ensemble, et tout ça, et puis faire une paix donc globale et irréversible. Et tout ça, c'est pas gagné. C'est pas gagné, c'est quelque chose, c'est une bataille qui se mène et qui n'est pas gagnée. Là, je vais citer paradoxalement un général, hein, le général, je crois, McDouglas, qui disait « Toutes les défaites se résument en 2 mots, trop tard ». Et il disait ça pour expliquer l'importance du facteur temps dans les choses. Et moi, je pense que ce facteur temps, il est fondamental dans ce processus. En fait, en 2011, il y a eu la fin définitive de la lutte armée d'État. Et pourtant, depuis 7 ans, on est très très loin d'avoir désamorcé les sources de tension, de crispation, qui font qu'on pourrait penser que ça y est, cette paix globale irréversible, être construite, être gagnée. Déjà, cette histoire de désarmement, il a fallu 6 ans, l'action de l'OSOA le 8 avril, l'OSOA, les élus du Pays Basque l'avaient dit dans leur motion de soutien qu'ils ont amenée à la sous-préfecture pour demander notre libération. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ces gens-là, ceux qui ont les 5 de l'OSOA, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce que les 2 États auraient dû faire depuis 5 ans déjà, aller discuter avec l'État et voir comment on pouvait organiser le démantèlement de son arsenal. On a perdu 5 ou 6 ans pour ça. Aujourd'hui, il y a une autre question où on perd un temps fou et qui se traduit en drame et en souffrance concrète qui perdure depuis 7 ans, et donc en autant de facteurs de tension, c'est effectivement la question des prisonniers. La question des prisonniers, d'abord de leur famille, de leurs proches, c'est-à-dire qu'ils sont elles-mêmes condamnées à une sanction de fait, alors qu'elles ont commis elles-mêmes aucun délit, hein, et que cette sanction se poursuit, malgré la fin de la lutte armée, malgré le désarmement, etc. On sait que l'éloignement et la dispersion ont coûté 16 morts en 30 ans de politique de dispersion systématique, et qu'il y a eu d'innombrables blessés, 400 accidents de voiture. On en est à un accident de voiture par mois. C'est une réalité concrète et une espèce d'épée de Damoclès sur des centaines de familles et de proches. Je vais citer un exemple sur ça, un cas concret, et c'est Ibon Goyascoechea, qui a des attaches ici à Biarritz, qui est incarcéré à Arles. Pour sa famille, Arles, ça veut dire 1700 km aller-retour pour chaque visite. Déjà, ses parents, trop âgés, ne pouvaient plus aller le voir. Sa mère est morte en février de cette année. Il ne l'avait pas vue depuis je ne sais pas combien de temps, parce qu'on lui rendait impossible ces visites. Donc, voilà ce que c'est le facteur temps. C'est des parents de plus en plus âgés
et qui ne sont plus en état de voir leurs prisonniers, qui vont mourir sans que ces gens aient pu se revoir. Mais cette semaine, ce lundi 2 avril, sa compagne et ses enfants ont eu un accident de voiture, ces fameux accidents mensuels. Grave, là j'ai vu les photos de la voiture et elle était vraiment... c'était un accident grave. Heureusement, ils n'ont pas été blessés, ou en tout cas blessés gravement. Mais ça, c'est significatif de cette réalité qui touche des centaines de familles, de proches, etc., au quotidien. C'est-à-dire qu'en plus de leur épuisement moral, économique, physique, fait cette espèce de foyer de tension permanente pour tous ces gens-là et puis tous ceux qui en connaissons. C'est-à-dire que chaque fois, il faut s'imaginer des gens qui connaissons, ces familles, ces proches, qui tous les mois doivent faire ces périples incroyables. Et donc, qu'est-ce qui va leur arriver? Est-ce qu'on va les revoir, etc. Et ça, évidemment, ce n'est pas des conditions favorables pour faciliter des logiques de paix, de tranquillisation, de distension, de passage à d'autres scénarios. Ça aide pas. Et puis, il y a les prisonniers. Il y a les prisonniers et puis aussi les exilés, les déportés. Il y a aujourd'hui plein de réfugiés basques qui n'ont pas le droit de rentrer en Pays Basque depuis 30 ans, 40 ans. Depuis la fin de la lutte armée, depuis 7 ans, il y en a 10 qui sont morts. 10 qui sont morts en exil, en Iparralé pour certains, mais aussi au Venezuela, à Mexico, etc., qui ont été déportés dans les années 80 ou comme ça. Du coup, ces gens-là, pour là aussi leur village, leurs frères, leurs cousins, etc., c'est cette perspective où on ne pourra plus voir ces gens-là avant de mourir. 7 ans après la fin de la lutte armée, donc cette impossibilité de rentrer chez eux. Et les prisonniers, là, c'est tout récent, début mars, Xavier Rey, 38 ans, qui a mis fin à ses jours dans sa cellule à Cadiz. C'est quelqu'un qui était en prison depuis 10 ans, soumis à l'isolement complet. C'est quelqu'un qui avait pris 24 ans pour appartenance à État. Ses familiers avaient dénoncé à plein de reprises des tabassages, des mauvais traitements, etc. Il était isolé et il a mis fin à ses jours. Là, ce mois-ci, 7 ans que la lutte armée est finie, 1 an que l'État est désarmé, cette mort-là dans la prison, mais ce n'est pas la seule. Le 31 juillet 2017, l'an dernier, à Badajoz, Kepa del Hoyo, 46 ans, crise cardiaque, incarcéré depuis 20 ans. Son fils était né 1 mois avant son incarcération. Il a passé toute sa jeunesse, ses 20 années, à aller voir son père derrière les vitres du parloir de prison. 1400 km aller-retour pour chaque visite. Et là, il voit son père mourir en prison. Ce jeune abersalé, de la jeunesse abersalée du Pays Basque d'aujourd'hui. Vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer. Depuis 7 ans de fin de la lutte armée, qu'on n'a pas désarmé les foyers de tension qui font que la bataille n'est pas gagnée globalement et définitivement. Je continue. 2014, Arcaïs Vélon, 36 ans, meurt d'un œdème pulmonaire en tôle. Il était condamné à 13 ans. À Fleury-Mérogis, Xavier Lopez, 54 ans, infarctus, etc., etc. 7 ans que la lutte armée est terminée, mais les morts continuent. Le risque de mourir continue. Et ça, c'est pas un hasard, c'est pas des coïncidences, tout ça. C'est parce qu'évidemment, le temps compte double. On a affaire à un collectif de prisonniers de plus en plus âgés qui a été soumis à des décennies maintenant de conditions d'exception, d'isolement, de maltraitance, de stress, d'effet des grèves de la faim ou différents mouvements qu'ils ont entamés pour protester contre ces régimes d'exception. Et donc on a affaire à un collectif usé où la probabilité de drame humain va se multiplier. Là, ça va s'accélérer, il faut en être conscient.
avec autant du coup de facteurs de tension, avec du coup, je l'expliquais tout à l'heure, des familles qui sont de plus en plus âgées, et là aussi les drames qui vont se multiplier ou l'impossibilité. Du coup, il y a une notion d'urgence de la fin du régime d'exception. Ce régime d'exception, il y a des années qu'il aurait dû être démantelé. Là, effectivement, il faut souligner pour la première fois ce mouvement enclenché dans un sens positif, et on le valorise positivement, mais il faut aller plus loin et surtout plus vite. Il faut protéger les familles et leurs proches. Il faut leur permettre, c'est un droit, de voir leurs prisonniers. Ce droit, il a été réaffirmé là récemment par un vote ultramajoritaire au Parlement européen. Tous les députés français, à l'exception du Front National, ont voté une motion qui condamnait les politiques systématiques d'éloignement et de dispersion des prisonniers. Donc, fin du régime d'exception, il faut libérer les prisonniers malades. Schuster, sclérose en plaques, toujours dedans, alors que ce qui est demandé, c'est la stricte application de la loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner. L'égal accès aux remises de peine et aux libérations conditionnelles. Aujourd'hui, quand on voit, par exemple, 3 Basques du Nord, Diake Chesnal, Frédéric Arambourg-Chistor, Yon Parot, qui sont en tôle depuis 28 ans, alors qu'ils ont été condamnés à une peine de sûreté de 15 ans, ça veut dire que depuis 13 ans, ils auraient accès aux libérations conditionnelles, à la libération conditionnelle. On les maintient en prison. Quand on voit les arguments, Chantiana en a parlé, qui refusent non pas la libération conditionnelle, la demande de semi-liberté probatoire pour Yon Kepaparo, ça veut dire le droit de sortir de tôle en journée pour y rentrer le soir, pour aller bosser. Il a 66 ans. On lui refuse ça. On lui refuse ça parce que ça créerait de l'émotion parmi les victimes. Les faits qui sont reprochés à Yon Kepaparo, c'est des faits commis entre une période de 78 à 87. Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire? Si 30 ans après, plus de 30 ans après, on va empêcher la semi-liberté probatoire d'un prisonnier parce que ça pourrait créer une émotion des victimes, ça veut dire quoi? Que dans 40 ans, dans 50 ans, on ressortira ce même argument. Il n'y a pas de péremption là-dedans, dans cette logique. Moi, je constate que ce raisonnement, on ne l'a pas appliqué dans d'autres types de libération. Dans la même période qui allait jusqu'en 87, ici, il y a eu des morts partout. Moi, j'ai perdu un de mes meilleurs amis, Benoît Pécassin, qui n'était pas du tout ni un militant ni un aversalé, tué par le GAL. Les responsables du GAL, généraux, ministres, etc., ont pris des peines de 75 ans de prison. Ils ont été libérés au bout de 3-4 ans. On savait bien que c'était une décision politique, etc. Là, évidemment que l'émotion des victimes, 3-4 ans après, c'était quelque chose. J'ai entendu aucune plainte, etc. Les autorités françaises ont dû comprendre qu'il y avait une raison politique de prendre une décision politique de libérer ces gens-là. Là, on ne parle même pas de ça, on parle du droit normal, des accès normaux aux libérations conditionnelles. Je le répète, ils y ont droit depuis 12 ans et c'était la 5e demande pour Yon Kepaparo. L'autre argument, c'est le trouble à l'ordre public, que ça troublerait l'ordre public de libérer Yon Kepaparo ou de lui faire profiter d'une semi-liberté provisoire. Mais c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, et ça, tous les élus d'ici l'ont affirmé. Et d'ailleurs, les élus ont affirmé que ça ne créerait pas de troubles à l'ordre public et que c'était au contraire leur maintien en détention qui est un abcès de fixation, qui crée une tension inutile. C'est l'absence de perspective de cette sortie des prisonniers qui crée cette tension, qui alimente et donne de l'oxygène aux rares secteurs qui remettent en cause la logique de paix aujourd'hui.
Ce qu'il faut, c'est pas laisser le temps et de nouveaux drames rendre plus difficile, voire remettre en cause ce qu'on essaye de construire aujourd'hui. Ces jeunes, ce contexte, ces jeunes qui connaissent leurs parents en tôle depuis 20 ou 25 ans, est-ce qu'on va leur dire qu'en fait on les condamne à les y voir mourir? Est-ce qu'on va vivre encore pendant des années avec cette absence de perspective? Dans l'état actuel des choses, il faut se rendre compte de quelque chose. C'est les derniers prisonniers à sortir, si l'exercice normal de la justice se fait, ils sortiront en 2057. Vous imaginez? Comment on peut concevoir qu'on va construire une paix irréversible, qu'on va permettre la réconciliation, qu'on va construire les bases d'un nouveau vivre ensemble en Pays Basque, avec une telle perspective, ou plutôt une telle absence de perspective. Donc au-delà de l'urgence de mettre fin au régime d'exception, il faut également aborder un autre débat. C'est qu'il va falloir des décisions politiques collectives. Le magistrat Texier en a parlé tout à l'heure, mais les pouvoirs politiques, les pouvoirs publics doivent valider ces efforts qui sont faits aujourd'hui pour construire une paix globale et irréversible dans ce pays. Je ne parle pas ici de bonté et d'humanité, je parle d'intelligence politique et de courage politique. Nous n'avons pas aujourd'hui besoin de gestes timides, difficilement interprétables. On a besoin de choses tangibles, audibles, qui encouragent le travail de construction de cette paix globale et irréversible. On a besoin d'alimenter la paix. On a besoin que les pouvoirs publics contribuent à ce travail, valident le travail de ceux qui, ici, essayent de la construire. Et là également, on a besoin d'accélérer le cours du temps, tout comme l'UOSO a accéléré le cours du temps. Aujourd'hui, il faut des initiatives fortes qui affirment le besoin de perspectives, d'espoir, venant alimenter cette paix et venant aider à construire ce scénario global et irréversible. Milèche Kertchech. La première question du public pour Jean-René. Si le ministère de la Justice ne fait pas plier l'administration pénitentiaire, est-ce que le seul interlocuteur, entre guillemets, efficace n'est pas le président de la République? Est-ce que vous allez le rencontrer? J'attends des réponses le plus brèves possible. Oui, très brève, parce qu'effectivement, l'idéal, c'est d'avoir affaire au président. Ce dont on est sûr, c'est qu'il est totalement informé de l'état d'avancement du dossier, car ce point nous avait été confirmé de source sûre, confirmé par les parlementaires aussi, qui ont un rapport direct avec la ministre de la Justice. Donc, il n'y a pas de doute sur le fait que le président de la République soit informé. D'où l'importance de notre mobilisation, parce qu'un président, c'est un président, et il vaut mieux que le territoire soit uni sur ce dossier pour bien montrer que nous n'avons pas décidé de baisser les bras. Merci. J'ai une question qui vous est adressée à tous les trois. Le temps qui passe, comment faire face au risque de démobilisation de la société civile et des peines effectuées jusqu'au bout par les prisonniers? Tchetch a en partie répondu, mais voilà, est-ce que vous avez une réponse là-dessus? Question très très difficile, et puis je pense que c'est une question qu'on se pose tous à tout moment et à chaque fois qu'on met en place une nouvelle dynamique pour faire les choses. Alors moi j'ai pas de formule magique,
Maintenant, je crois que quand même, on a prouvé ces 6 dernières années qu'en se mobilisant dans la rue, qu'en mobilisant les élus, en posant des actes forts, moi je crois que la communauté d'Agglo Pays Basque ait assumé une délib qui appelle à la mobilisation de Paris et qui appelle le gouvernement français à trouver une solution globale à la question des prisonniers, ça fait partie des choses qu'il faut continuer. Et puis après, en tout cas, nous, ce qui nous semble, c'est que à chaque moment, on a su, entre tous, trouver le risque politique que demandait ce moment-là. Et je crois qu'en fait, on est à un moment comme ça. Et c'est la question à laquelle on doit se poser. C'est justement pour éviter ce qui est dit là. Quel est le risque politique du moment pour que réellement la question des prisonniers, elle soit définitivement résolue dans le cadre et dans l'attente de cette population et surtout dans les standards des processus de paix. Donc en effet, voilà, c'est ça, c'est le risque politique qu'on décidera de prendre qui assurera que les gens nous suivront. Une question pour Anaïs. J'ai beaucoup de questions, donc je ne pourrai certainement pas toutes les traiter, mais on va essayer de faire le maximum. Comment envisager la situation des prisonnières, femmes donc, puisqu'il n'y a pas de centre de détention proche du Pays Basque pour elles? Alors je remercie la personne qui a fait cette question, parce que c'est vrai que dans l'exposé, j'ai oublié d'en parler. En effet, il y a des problèmes. Il y a des choses qui peuvent se faire assez rapidement, c'est notre conviction, et c'est pour la question des hommes, le rapprochement, il peut se faire. Il peut se faire très rapidement et le plus proche du Pays Basque. On a un problème. On a un problème, mais le ministère l'a aussi, l'a assumé. C'est malheureusement, moi je dirais plus globalement, le problème de la question des centres pénitentiaires en France pour les femmes, puisqu'il y en a très très peu. C'est prendre la mesure de comment est considérée cette population dans le milieu carcéral. Donc en effet, on a un souci. Ça fait partie d'une question qu'on a sur la table, à laquelle on n'a pas encore trouvé de solution, mais sur laquelle on y travaille tous. Et quand je dis tous, c'est dans l'espace de dialogue avec le ministère et bien évidemment avec le collectif des prisonniers politiques basques. Une question pour Tchetch. Est-ce que la paix réside seulement dans la libération des prisonniers? Est-ce que la paix réside uniquement dans la libération des prisonniers? Non, j'ai dit exactement justement le contraire, que la paix c'est un ensemble de questions, d'aspects qui doivent être traités et même qui doivent s'auto-alimenter. Et moi, ce que j'ai dit, c'est deux choses. D'abord que la paix, elle n'est pas gagnée d'avance. Et même, moi, je vois avec inquiétude, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui en Espagne avec la Catalogne. Parce que je me dis, waouh, mettre des parlementaires, des dirigeants d'associations en prison dans le cadre d'un mouvement qui a été exemplairement pacifique depuis 10 ans, où il n'y a pas eu une vitre cassée avec des mobilisations qui ont touché des centaines de milliers et des millions de personnes, qu'est-ce qu'on essaye de provoquer là-dedans? Et je le vois, moi, en tant que militant écologiste et climatique, dans le mouvement altermondialiste français, il y a ces débats. Il y a aujourd'hui une tentation de la radicalité violente et moi, je me bats au quotidien pour essayer d'expliquer que, justement, fort de mon expérience du Pays Basque, il y a des stratégies radicales, non violentes, bien plus efficaces que les stratégies violentes, et que si on peut éviter les souffrances qui affectent tous les camps, quand un processus de violence se met en marche, eh bien, il faut en avoir l'intelligence et le courage politique. Mais c'est un combat de tous les jours, de construire cette logique-là. Et là, effectivement, je pense que ici, la question des prisonniers, ce n'est pas du tout le seul élément à régler pour
arriver à une paix globale, mais ça peut être un facteur de crispation, de blocage, voire de dérapage, et qu'il faut le régler vite. C'est pour ça que je disais, le facteur temps est important, et c'est pas pour rien que dans tous les conflits du monde, et on en a cité deux, la Colombie, l'Irlande, évidemment, après la fin de la lutte armée, il y a eu des processus, des méthodologies qui sont mises en place pour régler au plus vite la question des prisonniers. Merci. Jean-René, lors de vos discussions avec le ministère, abordez-vous les conditions d'incarcération? Abordez-vous les conditions d'incarcération? Alors, ces questions-là ont effectivement été abordées. Rapidement, je sais. Oui, mais c'est la question des DPS aussi. C'est la question des DPS. Donc, on l'aborde. La preuve, c'est qu'on a obtenu des résultats intéressants. Maintenant, il y a certainement des efforts à faire supplémentaires concernant les DPS. Mais ces questions sont effectivement abordées. Une question pour tous. Comment faire en sorte que la parole des prisonniers soit prise en compte dans le récit de la résolution du conflit sans que cela ne porte préjudice ou ne soit instrumentalisé? C'est tout l'enjeu de ce processus de paix, je pense. Et c'est vrai que je trouve que ce week-end-là, barkatu. Bon, eskoraz entzungo dut, eskoraz heldu zait, barkatu. Ne ustez, dugun kontekstu asteburu hontan agerian uzten du zer den, jokoan duguna eta zer den erronka. Zenta bai presoen hitza beharko da entzuna izan eta beharko da asumitu kolektiboki, baina presoena eta presoenak bezala, biktima guziena, autetxiena, edo norbanakoa, eta nik uste dut Ipar Euskal Herritik hori saiatzen girela, eraikitzen, bere alde on eta txarrekin dudarik gabe, gure akatsekin, gure mugekin, baina gu aiete sortzen denean, eta nik beti erraiten dut, elkarrizketetan eta uste dut hemen zerbait argi ukan badugu, eraikiko dugun bakea, eraikiko dugun konfrontazioan egondako guziekin. Eta egia da, Hego Eskualegian ikusten diren mesfidantzak, Hego Eskualegian egiten den kontakizunen gerla da, hasteko gure iritziz, gaur egun bake prozesu horrek duen minbizia. Eta iritsi behar gira, hortara. Zaila da, atzo, egia da, niados naiz txutxekin atzo bizi izan dugun hitzaldiak, biziki ongi agerian utzi du hori dena. Meizonleka? Markatu. Bo, hasteko hori da erronka, ez da erretxa izango, baina hasteko gure engaiamendua hemendik, egiten den bide guzia, egiten da hemen gertatu diren guzien errespetuan eta bakoitzak geroan esplikatu ahal izateko ondoko belaunaldiei. Et la dernière question, quels sont les principaux freins aujourd'hui au rapprochement des prisonniers, ceux qui restent? Bon, les freins au rapprochement, d'après moi, il y en a de toutes sortes, mais on en a cité plusieurs. Il y a eu, par exemple, les mouvements pénitentiaires ou le rôle même de l'administration pénitentiaire, ou des pressions, sans doute. Nous, on fait un travail pour essayer d'amener les choses dans un certain sens. C'est possible que d'autres fassent un travail pour en amener dans d'autres, mais moi je pense que surtout le frein principal, c'est le niveau de volonté politique, de courage politique, d'affronter quelque chose qui devrait pourtant de prendre des décisions qui auraient dû être prises depuis longtemps. C'est-à-dire, au vu de la fin de la lutte armée il y a 7 ans, au vu du désarmement, d'abord mettre fin immédiatement au régime d'exception pour valider
pour qu'à des pas positifs répondre d'autres pas positifs et pour encourager à aller plus vite et plus loin sur le chemin. Et voilà. Donc il n'y a pas, pour moi, à part des questions techniques comme vient de celle que vient d'aborder Anaïs, c'est-à-dire la question d'une prison pour femmes ou de l'aménagement d'un module femmes dans des prisons proches du Pays Basque, à part des questions techniques comme ça qui sont limitées, c'est avant tout des questions de décision politique. Bon, merci beaucoup à vous trois pour votre rapport et vos témoignages. Je vais appeler maintenant Michel Toubiana qui va donner le mot de fin à ces 2 jours de forum. Mieszkar. Je ne vais pas me sentir tout seul à la tribune, quand même. Merci à vous de m'accueillir une nouvelle fois en Pays Basque, dans ce combat qui est humainement passionnant, politiquement important et plein d'enseignements. Il y a un peu plus d'1 an, dans cette même salle, nous avertissions le gouvernement français que le 8 avril, nous allions désarmer et qu'il serait le bienvenu dans ce désarmement, dans ce processus. Et il y a 1 an, nous avons imposé au gouvernement français de recevoir le stock d'armes de l'ETA. Tout cela avait été précédé par une pantalonnade, celle du mois de décembre 2016. Mais au fond, entendons-le ainsi, le fait que la mobilisation massive des élus, des militants, de la société civile, de tout le monde au Pays Basque, a permis que le Premier ministre de l'époque, le préfet, comme l'a rappelé Jean-René Etxegaray, ait l'intelligence politique de comprendre qu'il ne fallait pas entrer dans une confrontation. On aurait pu espérer que cela se passe autrement. Cela s'est passé et c'est bien. Je veux néanmoins relever ici le caractère totalement unilatéral de ce geste. Nous n'avions posé aucune condition à cette décision de désarmement. Non pas que nous n'avions pas de revendications, à l'évidence, nous en avons. Mais il nous paraissait qu'un processus de paix ne pouvait s'accommoder d'une sorte de marchandage ayant pour objet des armes. Et cela aurait été d'ailleurs totalement contraire à la volonté de nos mandants qui avaient décidé de l'abandon pur et simple de la lutte armée. Et il semble aujourd'hui que nos bonnes dispositions, notre volonté de faire, et de faire dans le cadre de l'état de droit, ne soient pas toujours compris comme cela devrait être compris. Il me semble surtout que certains au sein de l'État ne comprennent pas que la situation a changé, ou pire, ne veulent pas l'entendre. Des discussions se sont engagées avec le ministère de la Justice, on vient d'en parler. Un espace de travail a été mis en place. Il se déroule, je puis en attester puisque j'y participe, dans une atmosphère de confiance, de respect mutuel. C'est dans ce cadre qu'un premier mouvement en cours a été discuté, examiné, mis en place entre le ministère, la délégation et les responsables du collectif des prisonniers. La situation est donc débloquée et il faut dire que c'est bien et il faut s'en féliciter. Bousculés par la crise de l'administration pénitentiaire, nous n'avons pas eu beaucoup de chance à cet égard,
Voir par son rôle, l'histoire dira les choses après en ce domaine, ce premier mouvement a mis du temps à se mettre en place. Il se met en place actuellement. Anaïs l'a évoqué tout à l'heure, plusieurs statuts de DPS ont été levés, 9 rapprochements ont eu lieu, d'autres viendront dans les jours à venir. Tout cela est bien, bel et bien. Il n'empêche. Nous sommes à près de 7 ans d'AIT, à plus d'1 an du désarmement, et nous sommes loin du compte. Trop de prisonniers sont encore dans des situations qui rendent les contacts familiaux difficiles, voire dangereux, cela a été aussi évoqué. Et nous le disons clairement, ceci ne peut pas se poursuivre de cette manière. Encore une fois, comme quand nous avons procédé à ce désarmement, nous n'avions pas demandé de passe-droit, et à propos des prisonniers, nous ne demandons pas de passe-droit ou de dérogation. Nous demandons simplement que ces personnes soient traitées normalement et sortent du régime d'exception dont elles sont encore aujourd'hui victimes. Rien ne peut justifier que les statuts de DPS existent encore, pas plus que rien ne justifie que des prisonniers ou des prisonnières sont encore et tenus éloignés de leur famille. Mais je crois qu'il y a, au-delà des situations de blocage institutionnel, pire. C'est la perception qu'ont les autorités judiciaires indépendantes dans notre pays. Et là, on touche du doigt que l'indépendance est quelque chose qui peut parfois rendre les choses plus difficiles. La perception qu'ont les autorités judiciaires de la situation en ce qui concerne les détenus susceptibles d'être libérés atteste au mieux qu'elles n'ont pas pris en compte les changements intervenus, au pire qu'elles continuent à développer une rhétorique plus proche de la vengeance que de la justice. Je le dis haut et fort, refuser de mettre en liberté un homme de 67 ans, détenu depuis 28 ans, libérable depuis 13 ans, au motif qu'il présenterait un risque éventuel de récidive, qu'il ne manifesterait pas assez clairement ses remords et que cela serait insupportable aux victimes, c'est agiter d'abord une peur illusoire, la récidive, c'est s'abriter derrière la souffrance des victimes et l'exploitation de cette souffrance sans tenir compte de l'intérêt de la société, et c'est violer la conscience de cet homme dans des termes que n'aurait pas renié l'Inquisition, je le concède bien volontiers, le bûcher en moins. C'est enfin, dans le cas d'espèce, puisqu'en Espagne, il aurait été mis en liberté, lui commettre une injustice en lui faisant supporter un sort pire que celui qu'il aurait subi s'il avait été jugé en Espagne. Et on vous l'a dit tout à l'heure, et je le reprends à mon compte, il est patent que c'est toujours la même démarche que les autorités judiciaires entendent appliquer aux prisonniers libérables ou dans les procès en cours. Au-delà de la simple dimension humaine qui n'atteint visiblement pas ceux et celles qui requièrent ou jugent de cette manière, je voudrais redire ici quelques principes qui nous guident dans ce domaine. Nous ne demandons pas d'exonérer quiconque de ses responsabilités et nous entendons et la parole et la souffrance des victimes. Nous savons aussi que cette souffrance, dont je tiens à souligner qu'elle n'est pas réservée à un seul camp, il n'y a pas une bonne et une mauvaise souffrance, et il n'y a pas une bonne et une mauvaise victime. Cette souffrance ne disparaîtra jamais
il est parfaitement illusoire de penser que des procès, que l'instance judiciaire ou que l'incarcération constituent de près ou de loin une pommade sur la souffrance. Nous sommes loin du compte. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours souhaité associer celle-ci au processus de paix. Nous ne demandons pas aux victimes, aux unes ou aux autres, de pardonner ou même d'oublier. Nous n'y aurions d'ailleurs aucune légitimité. Nous pouvons simplement tenter de créer les conditions qui leur permettent d'entendre qu'il est préférable de construire un avenir commun que d'en rester à la volonté de punir à toute force, indéfiniment et sans aucune utilité. Ce que nous refusons clairement, en revanche, c'est la volonté de certains, d'un côté et de l'autre des Pyrénées, d'entretenir cette forme de violence sociale perpétuelle qui serait la conséquence directe de prisonniers jamais libérés, de procédures toujours ouvertes, de victimes toujours à la recherche de la vérité et d'exilés dont Tchetch nous l'a rappelé tout à l'heure, au fond, dont seuls les corps, les cadavres, seraient libres de retrouver leur pays. On ne construit pas la paix civile en maintenant ouvertes pendant des décennies des plaies judiciaires. On ne construit pas la paix civile en entretenant la souffrance des uns et des autres en guise de viatique politique. On ne construit pas la paix civile en déniant à ceux qui sont en détention le caractère d'être des prisonniers politiques, comme si on voulait les humilier jusque dans leur motivation. Est-ce que ces hommes et ces femmes ont agi dans leur intérêt personnel? Bien entendu que non. Cela n'enlève rien à la critique des méthodes, ça n'enlève rien à la qualification des actes, mais c'est une autre manière de ne pas vouloir établir la paix que de renvoyer ceux-ci et celles-ci dans le rang du droit commun. Nous sommes à la veille, je dis bien à la veille, d'un retour entier et définitif à la primauté du débat politique et démocratique. Et il est temps de changer de paradigme. Nous devons ensemble, tous ensemble, construire un processus qui permette de tenir compte des souffrances endurées, de faire la vérité et de permettre à tous de réintégrer la vie. Je l'ai dit, nous l'avons dit à cette tribune, la question des prisonniers est une question déterminante parce qu'elle est la marque du début d'un processus. Mais ce n'est en même temps que la marque d'un début d'un processus. Nous y veillerons, nous continuerons à négocier, nous continuerons à discuter avec le ministère de la Justice. Et je préfère ce mot de discuter à négocier parce que nous ne négocions pas l'application de la loi, puisque nous discutons de l'application normale de la loi à ces prisonniers. Mais en même temps, si c'est un point de passage obligé, c'est un point de passage obligé vers une autre perspective. Elle a été évoquée hier, elle a été évoquée aujourd'hui. Il nous faut mettre en place un vrai processus de paix. Et cela passera par des décisions politiques, par une volonté commune, autour d'un certain nombre de principes. Celui de la vérité qui n'appartient à personne. Michel l'a très bien dit hier, il nous faudra apprendre à entendre des vérités qui sont différentes, qui parfois se confrontent, mais qui existent. Mais cette vérité qui est due aussi aux victimes,
car plus que la fonction de vengeance, la situation d'une victime, la pire qu'elle peut imaginer, c'est d'être déniée dans cette souffrance, tout simplement parce que la vérité n'aurait pas été faite sur ce qui s'est passé. Et la vérité, parfois, peut remonter loin, loin dans l'enchaînement des faits, des causes et des conséquences. La réparation, cela a été évoqué. L'ensemble de ces principes dits de justice transitionnelle qui devront nous conduire à faire preuve d'imagination, à sortir du carcan judiciaire dans lequel on croit pouvoir enfermer la construction du processus de paix, alors qu'au contraire, il nous faut organiser la recherche de cette vérité, cette réparation. Et puis, Tchetch n'a cessé d'employer le mot, je suis moins optimiste que lui là-dessus, ce qu'on appelle, dans le cadre de ces principes, les garanties de non-renouvellement, ce que Tchetch appelle un processus de paix irréversible. Peut-être ai-je une vision trop pessimiste de l'humanité pour imaginer qu'en ce domaine-là, quelque chose peut être irréversible. Mais en tout cas, construire ces garanties de non-renouvellement fait partie aussi de notre tâche. Nous avons besoin de construire ce processus, ici et de l'autre côté des Pyrénées. Ah, j'en suis certain, ça ne sera pas facile. Sans doute, nous serons l'objet de toutes les embûches. J'en suis persuadé. On nous opposera des pauvres intérêts partisans. On l'a vu pendant la période du désarmement, on le voit aujourd'hui, on le verra demain. Je n'en doute pas un seul instant. Mais y a-t-il d'autres choix si on ne veut pas se retrouver dans cette situation que l'on connaît de l'autre côté des Pyrénées où, au bénéfice d'un pacte de transition, le passé ne cesse de ressurgir de la pire manière qui soit parce qu'il est resté caché et qu'on veut continuer à le cacher. Il nous faudra faire preuve de beaucoup d'imagination pour trouver des formes nouvelles, pour ne pas laisser triompher le conservatisme judiciaire, le conservatisme politique, et pour entraîner dans ce mouvement les deux côtés des Pyrénées. C'est notre responsabilité de société civile. À ceux qui nous gouvernent, je le dis, et j'espère que nous le dirons ensemble avec force, nous ne participerons pas de votre hymne au passé. Nous voulons construire un avenir sans haine, sans violence. Et ne comptez pas sur notre lassitude ou sur notre démission. Nous n'abandonnerons pas et nous n'abandonnerons personne. Nous ne cesserons de vous interpeller de toutes les manières possibles, de vous mettre en face de vos responsabilités, de vous harceler, pour qu'enfin vous entendiez la voix de l'intelligence, celle de la vie, la seule qui compte pour nous. Je vous remercie.